Bonjour Gabriel. Bonjour, parfait. Bienvenue sur Défendeur. Merci. Déjà, qu'est-ce que ça t'évoque, le mot, le nom Défendeur? Bon, je vais partir avec le sens du mot, en fait. Le Mm, founder, mm. c'est-à-dire fondateur, ou alors celui qui construit, je sais pas, peut-être. Ça va dépendre en fait du concept forcément que vous avez apporté à la chose, forcément. Ok, toi tu comprends de fondateur, Fondateur, créateur. créateur. Ok. Mhm, Donc justement, sur cette chaîne, nous allons parler de business, mhm. d'entrepreneuriat et surtout de start-up. C'est pourquoi le D'accord. mot Défendeur. Parce qu'on va beaucoup plus s'accentuer, je veux dire, sur les créateurs de start-up et sur l'environnement start-up, notamment en Afrique. Donc, du coup, ça c'est la première édition, la première vidéo et tu es notre premier invité sur ce plateau. J'en suis Ça ravi. fait plaisir de te recevoir. Du coup, on va directement mettre les pieds dans le plat et on va te demander c'est quoi la startup, puisque c'est notre thème principal. C'est quoi une startup? Oui, d'accord. Merci déjà en fait Hmm. de m'avoir invité en tant que première participant de Le plaisir est partagé. votre podcast. Vraiment, c'est un honneur pour moi. Bon, maintenant revenons à la question du jour qui est c'est quoi une C'est startup? quoi une startup? Ouais. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une startup est une jeune entreprise innovante qui cherche à trouver un modèle économique scalable. Donc, on va parler ici d'une entreprise, d'une jeune entreprise en fait qui a la possibilité de tester ou alors d'expérimenter beaucoup, d'itérer de façon très rapide, donc qui est très flexible, Hmm. très agile, on va dire généralement dans le jargon d'entreprise, qui est très agile et qui a la recherche d'un modèle économique scalable qui va les permettre de faire des bénéfices, des revenus, je sais pas, bon, tout ce qui est d'ordre monétaire en fait. Ok, d'accord. Donc, ce que moi j'ai retenu, les mots-clés, tu as parlé de recherche d'un business model, tu as parlé de scalabilité, et tu as parlé d'innovation. Donc, on peut dire, ce sont les mots-clés qui ressortent de la définition. En préparant cette interview, j'ai fait quelques recherches et parlant de start-up, j'ai remarqué qu'on parle beaucoup de croissance et ce n'est pas vraiment sorti dans ta définition. Est-ce que c'est une nuance que tu as fait exprès de ne pas mettre ou bien c'est pas obligatoire parce qu'on parle beaucoup de croissance rapide dans les startups. Ouais, tout à fait. Mm. C'est vrai que j'ai pas vraiment mis cela dans la définition. Pourquoi? Parce que j'ai donné une définition propre à l'expérience que j'ai déjà, en fait, Mm. ou alors l'expérience que j'ai pu avoir avec mes collaborateurs sur le terrain. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on parle de croissance rapide. J'ai pas trop voulu m'accentuer sur la croissance parce que la croissance, c'est défini, c'est relatif, en quelque sorte. Pourtant, quand on parle d'innovation, on a tous une définition propre, en fait. On a tous une définition unique, en fait, à De l'innovation. l'innovation, oui. Pourtant, quand on parle de croissance ici, croissance rapide surtout, il faudrait qu'on comprenne que c'est propre à chaque individu, voilà, chaque investisseur, voilà, chaque fondateur, comme tu l'as dit au départ. Mm. Donc, on peut partir sur un thème de croissance où tu auras une maison d'investissement qui parle de croissance sur 6 mois, une croissance rapide sur 6 mois, par exemple. Ou alors, une autre personne qui voit croissance rapide, mais lui, voit cela sur 2 ans, sur 3 ans. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas trop voulu m'accentuer sur la croissance. C'est vrai que Mm. la croissance rapide aussi, généralement, revient la plupart du temps dans la définition de la startup et tout ce qui va avec. Mais de mon expérience, je préfère toujours un peu la laisser de côté pour laisser le choix, en fait, à chaque personne de bien structurer, en fait, ce qu'il entend réellement par sa croissance en elle-même. Donc, Ok, ok. Donc pour résumer, pour ceux qui nous écoutent, une startup, je vais dire, il y a déjà le terme entité économique mhm, qui recherche un business model mhm. et qui, dans la solution qu'elle propose, a une innovation. Et il y a quoi d'autre que j'ai oublié? Bon, il y a l'innovation, le modèle économique, il y a aussi le fait de mentionner que c'est Une jeune une jeune entreprise. entreprise carrément. Bon, si je dois repositionner en fait cela avec Mm. en ajoutant la croissance, je vais partir sur la base où une startup est une jeune entreprise innovante Oui, qui est à la recherche d'un modèle économique oui. avec une croissance accrue, qu'on parle des d'agilité, machin et tout. On pourrait se retrouver au niveau de la croissance. C'est ça que je dis, c'est relatif, ça dépend de la compréhension de tout un chacun. Au niveau de la croissance, bien sûr. Mm. Mais l'origine ou alors la mentalité de startup que je garde jusqu'à aujourd'hui, en fait, reste la même. Ok, super, super. Belle intro. Hmm. Donc, une fois de plus, Cabrel, bienvenue sur le plateau de fondeurs. C'est qui Cabrel? Bon, Cabrel Chofo, pour être précis. Ouais, ouais. oui. Donc, Gabriel Chofo, c'est un consultant en transformation digitale, principalement en CloudOps, tout ce qui est CloudOps, DevOps et DevSecOps, SecOps. Et Gabriel Chofo, c'est aussi un ex-CTO. C'est aussi un consultant, bon, c'est un consultant qui a eu à travailler pour plusieurs jeunes entreprises de la place, on dirait start-up, et principalement dans le développement des logiciels. Donc, je suis un peu plus focus dans ce qu'on appelle le cloud computing, la transformation digitale et tout ce qui est DevOps et sécurité informatique. Ouais, Ok, DevOps, tu as été CTO, ouais, bien tu es évidemment. DevSecOps, consultant DevSecOps actuellement. Ouais. Wow, quel parcours. Et bon, on va revenir forcément sur le parcours. Essayons un peu déjà d'entrer un peu dans ton parcours, essayons de comprendre qui est Cabrel Chofo. Comment tu te retrouves dans cet univers de startup? Ça commence comment en réalité?
Bon, je vais dire ici que ça, c'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais dans mes débuts. Alors, Mm. je vais dire, puisqu'au départ, je me rappelle quand je commence dans l'environnement professionnel entreprise. Oui. Puisqu'au départ, c'est vrai que je faisais des freelances en ligne, bien avant quand j'étais à l'école et même quand j'ai commencé l'université. Mais quand j'ai commencé, mon premier stage, je crois que c'était quand je faisais deuxième année à l'université, j'étais plus dans une approche de bureaucratie toujours comme on nous avait inculqué au départ dans l'éducation, c'était Clair, tu ah ouais. finis, tu es un posta comme tel, Orange, MTN. Et Tu vois la vie puis, en et hausse c'était même pas trop technique, c'était, tu devais être assis là, dans un bureau climatisé. tu tapes un peu de l'ordinateur et puis. Ouais. Mais bon, après, j'ai eu l'opportunité en fait d'être reçu lors de mes débuts de stage académique, bien sûr, Mm. par une entreprise de la place, DG Plus Consulting. Peut-être J'ai vous plus, avez- justement, c'était une start-up ou bien Oui, une justement. entreprise. Donc, DG Plus Consulting, Mm. à ce moment-là, était une jeune startup qui avait Mm. plusieurs produits sous la main sur lesquels il travaillait. D'accord, ok. Euh, et je pense qu'il y a encore actuellement des produits à l'époque, sur lesquels on travaillait à l'époque Qui sont un peu qui sont d'actualité. encore d'actualité. Mm. Donc, à l'époque, j'ai été recueilli par DG Plus Consulting dans mes débuts. Et à l'époque, on travaillait bien sûr sur des produits de marketplace. On avait DigiShop qui était un produit de marketplace. On avait DigiExpress qui était un système de livraison. Mais tout, on avait également des solutions, une solution FinTech interne, bon, une petite solution FinTech interne, je vais dire, qui s'appelait DigiPay également. Ça permettait d'effectuer les paiements pour les différents autres produits qu'on avait qui devaient également être lancés. Mm. Donc, quand j'étais accueilli à DG+, je me suis retrouvé en train de travailler sur tous ces projets-là. Bon, avec l'engouement et la passion que j'avais également pour la technologie, j'ai fait le tour des technologies en interne qu'on avait, parce qu'il y avait plusieurs différentes technologies. Euh, Après avoir fait le tour complet, on m'a confié un certain type de projet vers lequel il y avait des résultats, il y avait des attentes. Bon, là, c'était déjà bien après le stage Bon, académique. déjà, un peu, essaie un peu d'être un peu plus clair. Mhm. Quand tu as commencé, tu dis Digi+, tu as recruté, t'as pris, En tant que tu venais de stagiaire sortir de académique. l'école, lui, stagiaire. Mhm. Tu es entre, ça veut dire déjà, tu faisais quoi à l'école comme À l'école, je faisais déjà ce qu'on appelait sécurité réseau informatique. sécurité? ASR, c'est ça? Bon, on va plus C'est comme ça parler qu'on appelle on va ça plus ailleurs. parler de QSI dans l'université où j'étais. On parlait de QSI. Ah, ok. Donc, c'était un peu, il y avait deux filières, génie logiciel Hmm. et QSI carrément. Ah, ok, Donc, c'était deux trucs. d'accord. Donc, Ok, j'étais, voilà, du coup, quand tu sors de l'école, tu entres à Digi+, en tant que stagiaire. mhm. Quelles sont tes tâches? Quelles sont les premières tâches qu'on te donne en tant que stagiaire? Bon, Tu as parlé du projet DigiShop, DigiExpress. Quelles sont mhm. tes tâches dans ce projet-là? Au départ, je pense que je vais parler d'abord de la partie stagiaire académique, parce qu'il y Hmm. a eu d'abord le stage Ah, académique ok, avant le avant stage d'avoir le stage professionnel. professionnel. Ok. Dans la partie stagiaire académique, j'étais appelé principalement à maintenir les applications. Donc, Hmm. à travailler sur la maintenance des Hmm. applications, principalement l'application DigiShop, Hmm. qui était la plateforme, qui était la marketplace. Euh, je travaillais sur cette partie qui était le chatbot intégré. Donc, il fallait construire un système de chat intégré pour cette plateforme-là. Donc, c'était moi qui étais responsable en quelque sorte pour cela. Et pour des raisons d'autres techniques et autres, on m'avait demandé de concevoir ce module de façon indépendante à la plateforme, qu'elle ne soit pas trop dépendante à ce qui existait déjà, à la marketplace qui était en place, pour qu'on puisse être en mesure de réutiliser le système que j'allais développer dans d'autres solutions Ça veut dire que d'entreprise. déjà en tant que stagiaire académique, Ouais. on t'a confié la tâche de réaliser le chatbot Mhm. d'une partie d'un projet d'entreprise. Ouais. Bon, c'était rude. Est-ce que c'est quelque chose qui est courant uniquement dans les startups ou bien on peut retrouver ça dans les entreprises comme MTN? Si tu es stagiaire à MTN, on peut te voir on peut te confier la tâche de gérer le chatbot d'un projet comme ça. Bon, Tu personnellement, penses? personnellement, je vais pas dire que c'est quelque chose qui se fait là-bas ou que ça ne se fait pas, Mhm. parce que j'ai pas eu Tu n'as pas l'expérience, encore été là-bas. ouais, j'ai pas eu l'opportunité, en fait, Mhm. d'être présent sur les lieux, mais avec des camarades qui étaient dans d'autres entreprises, pas forcément MTN, Orange ou Camtel, machin, mais qui étaient dans d'autres entreprises quand même, qui étaient pas d'autres startups, qui étaient déjà des entreprises quand même, on va parler ici des institutions financières comme des microfinances et autres, ils n'avaient pas vraiment cette facilité-là d'avoir accès à ce type d'importance. Bon, il n'avait pas ce degré d'importance sur les projets qu'il travaillait. Donc, il pouvait se retrouver, par exemple, en train de faire des trucs banals comme vérifier qu'un système est à jour, ou alors monitorer un dashboard, c'est-à-dire que le dashboard est à configurer, tu t'assois là, tu regardes, des trucs comme ça. C'est très pertinent ce C'est que plus tu souvent. dis. C'est très pertinent ce que tu dis. Parce qu'en réalité, on a cette tendance-là quand on est à l'école, que quand tu es stagiaire académique, tu es toujours celui-là qu'on envoie acheter du café, Voilà. on envoie, tu en fais le coursier de l'entreprise, des seniors ou des juniors de l'entreprise. Donc, ça veut dire que quand tu entres dans une start-up, quand tu sors de l'école et que tu choisis d'entrer, de faire un stage académique dans une start-up, au moins là, on te confie les vraies tâches. Pas Par forcément. rapport à quand tu entres dans une entreprise normale. Bon, pas forcément. Je vais dire, moi, je peux dire par moment que c'est la chance que j'ai eue. Ok. Ouais. C'est un peu parce que quand je regarde les autres startups, bon, c'est vrai qu'il y a également eu d'autres startups dans lesquelles j'ai eu à travailler, Mm. comme je dis plus, que ce soit en ligne ou alors en présentiel. Mm. C'était pas toujours cela. Je voyais des stagiaires académiques qui arrivaient et on les faisait pas,
on ne pouvait pas facilement On ne les confie pas autant de tâches justement, parce que qu'à toi, par exemple. n'oublions pas qu'au niveau de start-up, on s'attend à une croissance rapide. On s'attend à de l'innovation. Oui, on a justement parlé de ça. C'est que quelqu'un qui sort ou alors qui est encore à l'école, forcément, ne maîtrise pas tout à fait. C'est vrai que quand tu as la chance de repérer des talents, disons, qui sont encore en cours de formation, mais qui ont déjà cette capacité-là à innover sur des projets ou à apporter leur, on va dire, leur touche personnelle sur ta solution, c'est une chance. Mais c'est pas toujours le cas. Donc, du coup, la plupart, c'est pas seulement les startups, mais c'est pas seulement les entreprises, pardon. Mais la plupart, en fait, des boîtes, que ce soit une jeune entreprise ou une entreprise déjà stable, ils préfèrent généralement limiter, en fait, la responsabilité des stagiaires académiques. Il faudrait préciser, stagiaires académiques. On n'a pas parlé des stagiaires Oui, professionnels. exactement. Donc, ils préfèrent limiter le degré de responsabilité des stagiaires académiques Exactement. et leur faire plus ou moins plus découvrir le monde professionnel plutôt. Et c'est ça l'objectif justement d'un stage Oui, académique, justement, c'est de découvrir le monde Ça, c'est professionnel. clair. Donc, quand je vois les stagiaires se plaindre parfois que on l'a envoyé acheter du café, ça arrive dans toutes les entreprises. Sauf que toi, ton parcours est totalement différent. Oh, Tu gères le chatbot d'un projet c'est- fonctionnel de l'entreprise en étant stagiaire académique. Oui, d'accord. Donc, c'est également c'est une chance, comme je l'ai dit au départ. C'est une chance que j'ai. Est-ce que tu penses que ce n'est pas plutôt le fait qu'il y a une certaine compétence que tu avais que les autres n'avaient pas? Ou peut-être que tu as parlé tout à l'heure d'innovation, de croissance, peut-être que tu as apporté une certaine croissance à l'entreprise. Bon, c'est vrai que j'ai dit au départ que je travaillais avant même de venir en stage académique. Lors de mes premières années universitaires, et même avant, je travaillais déjà par moment. J'essayais de faire des freelances, on appelait du freelancing. J'essayais de partir sur la base de faire des sites web vitrines. Là-bas, au secondaire, je me rappelle en fin d'année secondaire, terminale. Pour les clients déjà. Pour les clients. Et à l'époque, les prix étaient très bas, mais je me voyais quand même grand. Ouais. Donc, c'était un peu ça. Et début à l'université aussi, j'avais déjà également de l'expertise et cette soif-là, en fait, de connaître beaucoup plus. Ce qui fait que j'étais toujours en train d'apprendre des nouveaux trucs. Même quand je venais pour le stage, je m'appelle pour l'entretien, je suis arrivé, on a parlé des technologies. C'était déjà, lors de mon entretien, non, j'ai déjà eu à faire un projet sur ça, j'ai déjà eu à faire ci, machin, tout. Le projet de chat au départ, c'était pour me tester. Donc, après, en fonction des résultats que tu apportes, forcément, on voit maintenant que, bon, peut-être on peut intégrer ça dans la prochaine release. Peut-être c'est possible réellement d'intégrer ceci, en fait. Ok. Donc, du coup, tu fais le stage académique. Après, je suppose que directement, on te met à avoir un stage professionnel. Oui, donc j'ai fait mon stage académique comme l'hiver. Je suis allé plus au niveau de l'université pour un DUT. Je suis rentré à l'école pour une certaine période, je crois que c'était 1 mois ou 2 mois. Il y avait les soutenances avec les sessions normales et tout. Après les sessions normales, quand on a fini, je suis revenu sur Douala. Donc je suis revenu sur Douala parce qu'on m'avait demandé de continuer à travailler sur le projet en question. Bon, déjà, on a compris le parcours. On voit bien la progression. En 2 ans, tu deviens CTO dans la startup où tu as commencé, stagiaire académique. C'est une croissance fulgurante. Maintenant que tu as été CTO dans cette entreprise, c'est quoi le rôle d'un CTO? Parce que dans l'environnement startup, on parle de 2 personnes en priorité. On parle du CEO, on parle du CTO. Ce sont les 2 personnages qui reviennent le plus, qui ont le vent en poupe dans l'environnement startup. C'est quoi le rôle d'un CTO dans une startup? Toi qui as été CTO. Bon, c'est bien qu'on ait eu à préciser le rôle d'un CTO dans une startup, parce qu'il faut comprendre que le CTO a des rôles en fonction des milieux, en fonction des entreprises. Donc, dans une startup, principalement, pour moi, d'après mon expérience à moi et les livres que j'ai eu à lire pour pouvoir m'aider, en fait, vers cette carrière-là, c'était principalement d'avoir la vision technologique de la startup, en fait. Donc, c'est celui-là, en fait, qui incarne tout ce qui est d'autres stratégies technologiques ou alors décisions technologiques de l'entreprise. Ça, c'était plus ou moins ce que moi, j'étais appelé à faire en tant que CTO. Bon, c'est aussi vrai qu'après, tu n'es pas seulement focus sur la technologie, mais tu mets en relation également, tu dois être capable de mettre en relation le business et la technologie. Mais il faudrait être en mesure de prendre des décisions en tenant compte du business également. Donc, des décisions business. Si on comprend bien, CTO, c'est un chef technique official. Chief Technology Officer. Chief Technique Official. Maintenant, à quel moment le business entre dans le... Il y a aussi ce CEO aussi. Oui, il y a le CEO. Qui est justement, je pense, à mon avis, qui est plus centré sur l'aspect business entreprise. Oui, ici qu'on parle, en fait, quand je parle de responsabilité, pas seulement de prendre des décisions technologiques à l'aveugle, mais aussi de garder cet esprit business, c'est quoi? C'est pour éviter de perdre la vision ou la mission de l'entreprise. Ok, je comprends. Parce que, on va se rendre compte que la plupart du temps, il faut que les décisions technologiques soient en harmonie avec les décisions business. Justement. Donc, c'est donc toi le porteur de vision de l'entreprise en tant que CTO. Bon, la vision technologique. Côté technique. Voilà. Oui. Vous savez que tout ce qui est technologique dans l'entreprise, c'est toi qui gères. Maintenant, est-ce qu'on peut être CTO et CEO en même temps dans une startup? Bon, là, je ne sais pas vraiment. Aucun précédent. J'ai pas encore vraiment vu de précédent. On peut être CTO et founder. CEO, il faut comprendre que le terme CEO, c'est l'exécutif. Oui, c'est carrément exécutif. Donc, c'est pour dire, ça son cadre à lui, en fait. Ça son cadre carrément. Donc, c'est pas, d'après ce que j'ai pu voir jusqu'ici, d'après ce que je sais jusqu'ici, des recherches effectuées, des lectures, machin et tout, j'ai pas encore vraiment vu
un CTO qui est CEO. On peut parler d'un CTO qui a peut-être fini par migrer à CTIO, après CEO. Vous savez qu'il y a encore là. CTIO aussi. Ouais, Bon, Chief ça, Technical, ouais. on pourra revenir dessus. Déjà, est-ce que tu peux nous donner les étapes pour un jeune entrepreneur qui veut créer une startup? Quelles sont les étapes de création d'une startup? On commence par Bon, pour tout jeune en fait qui souhaite de lancer sa startup, machin et tout, il faudrait qu'il commence au niveau de la génération et la validation des idées. Bon, je pense que s'il veut lancer sa startup, bien créer sa startup, il a déjà une idée. une idée. Mais Ok. il faudrait qu'il fasse valider cette idée-là. Ensuite, on a la phase de développement du MVP. Bon, quand on parle de développement ici, on n'est pas forcément de parler de développement logiciel, il faudrait qu'on comprenne ça. Je comprends. Le MVP, il faut préciser, c'est le minimum Minimum valuable viable product. product. Oui, justement. Vous savez que le produit minimum viable. Voilà, justement. Voilà. Donc, un peu comme le prototype. Bon, on va dire comme ça, c'est pas nettement ça. Bon, oui, en quelque sorte. Pour moi qui fais le hardware, on parle de prototype. D'accord, d'accord. Donc, il faudrait qu'il commence d'abord au niveau de la validation de son idée. Bon, c'est ce qui est conseillé, c'est pas toujours ce qui est. Il y a la validation de l'idée. Après la validation de l'idée, on a la mise sur pied du MVP. Après la mise sur pied du MVP, on a la croissance. Après la croissance, on a la maturité ou alors la sortie. Donc, ça, ce sont les, Ok. ça sont les 4 grandes étapes qu'il aura en fait. Déjà, il faut qu'il ait l'idée. Oui. Il fait valider son idée. Qui valide l'idée? Dans la plupart des cas, c'est le marché qui valide ton idée. Parce que quand tu viens avec une idée, en fait, c'est une idée propre à toi. Toi, tu penses que ça va marcher, tu penses que ça va réussir. Exactement. Tu peux être même amoureux de ton idée. Justement. Mais tu es dans ta chambre, tu as une illumination. justement. Du genre. Mais après, quand tu reviens à la raison, tu te rends compte que c'est pas toi qui vas utiliser ce que tu vas concevoir. C'est pas toi le client au final. Ça veut dire que maintenant, j'ai l'idée. Je suis le jeune entrepreneur en question. J'ai l'idée. Je veux faire valider mon idée. Ça veut dire, qu'est-ce que je fais concrètement? Tu vas aller vers le marché que tu as identifié. Si tu as une idée que tu veux la faire valider, si tu as d'abord une idée, même ça veut dire que tu as bien identifié un marché. Donc, tu peux pas avoir d'idée, ça va un marché. Donc, tu as une idée, bon, tu peux avoir l'idée, ça va le marché. C'est là où on va parler de là où tu te rends compte que l'idée n'est pas vendable, ou n'est pas scalable et tout. Bon, donc tu dois aller vers ton marché, qui sont tes principaux clients, qui sont tes principaux utilisateurs. Est-ce que tu ne penses pas que c'est l'idée qui crée le marché? C'est pas toujours. Je prends l'exemple de l'un des plus grands entrepreneurs, start-upers au monde, qui est Steve Jobs. Lui, quand il créait, par exemple, l'iPhone, en fait, on peut dire que c'est lui qui a révolutionné le téléphone. Bon, la téléphonie. La téléphonie en réalité au monde. C'est-à-dire qu'avant qu'il ne crée l'iPhone, on n'avait jamais entendu parler de téléphone tactile et tout ça. Vous savez qu'on peut pas. Est-ce qu'il y a déjà un marché pour les tactiles? Il y avait pour les déjà un téléphones marché. tactiles. Puisqu'il n'y a pas déjà, il n'y a jamais eu de produit concernant ça. Est-ce que c'est pas son idée qui est venue? Non, ce qu'il faudrait qu'on comprenne ici, ce n'est pas qu'il n'y avait pas de marché, il y avait le marché. Le fait de manipuler de façon tactile n'est que l'innovation qu'il a apportée. Exactement. Qu'il a apporté en fait à son produit, qu'il a apporté à ce produit-là. Il y avait Nokia qui était déjà là, avec Microsoft qui essayait également dans le coin. Donc, il faudrait qu'on comprenne bien cela. C'est l'innovation qu'il a apportée. L'innovation qu'il a apportée, c'était ce côté tactile-là. Bon. Donc, ça veut dire qu'on est clair quand même sur le fait que l'idée doit venir trouver le marché déjà. Si tu n'as pas le marché, tu pars. Voilà. OK. Donc, vous savez que je fais valider mon idée par le marché. Ça veut dire que concrètement, on peut prendre quel exemple? Pour être concret, je veux créer une entreprise qui fait par exemple, tu vois les capteurs, tu vois les bouteilles de gaz, par exemple, nos mamans qui ont les bouteilles de gaz et tout. On veut créer une startup où on veut permettre aux mamans avec le téléphone de pouvoir évaluer directement la quantité de gaz qui est dans la bouteille en temps réel. Là maintenant, j'ai l'idée. Pour valider ça, je dois partir vers les mamans pour les demander comment est-ce qu'elles sont intéressées et tout ça. Puisque ce sont ces mamans-là que tu identifies comme ta cible. Voilà. C'est ton marché là-bas. Les domestiques et tout ça. Tu vois carrément dans ton idée, tu as défini ton marché toi-même déjà parce que il fallait en fait que le marché soit là. Et maintenant, il faudra aller vers eux, faire valider la solution. Et maintenant, une fois qu'elles ont validé la solution et que j'ai fait un sondage, par exemple, sur 100 personnes et que peut-être il y a 60, 70 qui ont été pour, la prochaine étape, tu as parlé du MVP. Donc, je dois faire un prototype. Bon, justement, je vais arriver là-dessus. C'est pour ça que je n'ai pas voulu mélanger prototypage au départ avec le MVP. Parce que le MVP ici, c'est un produit, le produit avec des fonctionnalités minimales qui fonctionnent déjà. Pourtant, le prototype n'est pas forcément cela. Non, le prototype, c'est ça aussi. Peut-être c'est. C'est ça que si je peux développer. Je prends une situation où tu as ton kit, par exemple, pour la détection de gaz, machin. Le prototypage peut être d'ordre quelque chose que tu as fait peut-être sur SolidWorks. Je ne sais pas si tu vois un peu. Ok, je vois. Voilà, donc ça peut être quelque chose que tu as fait sur SolidWorks. Une maquette que tu as fait sur SolidWorks. D'accord. Carrément une démo 3D. Bien réel là, que tu Mm. les fais voir, parce qu'on fait des éducations chaque fois, même on fait des séances de formation, machin, tout pour le public et tout. Donc, toi-même, ça peut être un truc que tu as fait, tu les as réunis. Ah, d'accord, je comprends la nuance. Maintenant, quand tu parles de MVP, tu as déjà si tu dis que tu as le MVP, ça veut dire que ton produit existe déjà.
Tu as déjà un produit qui existe et qui Ah, marche. bon, là, ça veut dire qu'on ne s'est pas bien Oui, compris. justement. Là, ça n'a pas bien compris. Le prototype, c'est un équipement physique qui Voilà. marche avec des fonctionnalités minimales. C'est ce qu'on appelle MVP. Mhm. En réalité, peut-être en anglais, c'est comme ça qu'on appelle ça. Maintenant, maquette, c'est autre chose. Je vois un peu. Design graphique, Mhm. Modélisation 3D et tout ça, c'est autre Oui. chose. Ce n'est pas le prototype. Mhm. Le prototype, c'est quand j'ai fait un premier capteur qui est physique en main, qui a des fonctionnalités Que minimales. l'utilisateur peut déjà utiliser. Oui, avec les fonctionnalités Ouais, minimales. c'est C'est ça que le là- prototype. c'est- Qui n'est si- pas optimisé en tout cas. Si c'est dans ce sens-là, c'est que non, c'est que ça va. C'est ça la troisième C'est- étape. Donc, il a fait valider l'idée. On est maintenant dans le prototype. Le prototype, c'est la deuxième étape. Oui, le prototype, non, c'est la C'est troisième. la On deuxième. a idée, Il y a l'idée, il y a la la validation de l'idée. l'idée et la génération et la validation de l'idée, C'est la première étape. Ah, ok. justement. Ok. Troisième étape, c'est le MVP. La deuxième étape, c'est le MVP. Deuxième étape, Oui. le MVP. La troisième étape, c'est la croissance. La croissance. Oui, ça, Bon, c'est- déjà, sur le MVP, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut aussi faire valider le MVP par quelqu'un? Hmm, Par le même marché, par les mêmes mamans, là, je dois aller vers elle, faire vérifier mon MVP ou qu'est-ce qui se passe? bon, ce qu'il faut comprendre au niveau du MVP, c'est généralement, ce que nous, on a l'habitude de faire, c'est des séances de test. On aura par exemple on aura, bon, pas des séances, je vais pas appeler ça forcément des séances, on aura du bêta testing. Ou alors, on aura du pilot stage, ce que nous on appelle généralement la plupart du temps pilot stage. Qui est également quelque sorte de, c'est un peu comme un go-to-market, mais La pilote, la phase pilote. voilà, justement. Bon, c'est un go-to-market en quelque sorte, mais à échelle réduite, avec un nombre de circonscrits d'utilisateurs bien définis, dans un cadre bien défini également. On prend par exemple le cas de Anthropic, quand ils ont lancé récemment le produit Comet. C'est la stratégie qu'ils ont mis sur pied. On a également d'autres solutions comme Bricoleur, qui avait été développé à DigiPlus à l'époque, qui avait été circonscrit dans ce même cadre-là. Donc, après le MVP, il fallait donner le produit au public pour que le produit teste, ils utilisent et donne. C'est un public ciblé, puisque tu as parlé du pilot stage. Oui, justement, c'est un public bien ciblé. C'est un public bien ciblé. Puisque quand tu définis ton marché, tu circonscris également. Tu dis, je vise peut-être telle classe. Bon, quand il dit ciblé, peut-être, je veux dire, est-ce que c'est les gens, par exemple, tu recrutes ou tu les payes une règle pour tester ta solution, ton MVP, ou bien ce sont des utilisateurs normaux? Quand on parle des bêta-testeurs, la plupart du temps, on paye. Ah, ok. Quand on parle des bêta-testeurs, la plupart des entreprises, la plupart des startups, ils payent par rapport aux bêta-testeurs pour tester le produit. Bon, ça veut dire, du coup, déjà qu'à cette phase-là, il faut de l'argent, un startup, jeune startup. Où est-ce qu'on prend l'argent pour payer les bêta-testeurs? Par exemple, moi, j'ai fait mon prototype, je me suis battu avec mes fonds propres, mes petits argent, mes petites économies. Maintenant, il faut recruter une arsenal de personnes qui vont tester, te faire des retours. Comment est-ce qu'on les paye? Où est-ce qu'on prend Tu n'es pas l'argent? obligé, c'est là que j'ai parlé de plusieurs différentes approches. Il y a des approches. Tu n'es pas obligé de passer par une phase de bêta testing payant ou quoi que ce soit. Tu peux décider de faire un pilot stage ou alors tu vas juste appeler ça ton testing phase, où tu ouvres ton produit à un certain public limité, bien ciblé, bien cadré, et tu te concentres plutôt sur une petite communication, parce que là, c'est pas un gros market à l'échelle. je comprends. Tu vois un peu. Mais est-ce que les résultats, à la fin, les résultats seront pertinents si ce n'est que quelques personnes par rapport à celui qui a la possibilité de faire tester par plusieurs personnes, pas qui teste seulement sur 5-10 personnes, forcément, vous n'avez pas les mêmes Forcément, les résultats seront différents. C'est ce qui catégorise justement les startups et c'est ce qui montre carrément la différence d'échelle en fait qu'il y a entre les startups. Par exemple, tu ne vas pas aller faire, tu vas pas t'asseoir dans ta maison avec tes fonds propres ou bien les love money, je sais pas, peut-être l'équipe money, peut-être 100 000 $ et concevoir un produit là, faire un go-to-market avec un budget maximum de, je sais pas, peut-être 5 000 $ et tu t'attends à ce que ton produit, tu as peut-être comme concurrent Edjara par exemple, supposons, et tu t'attends à ce que ton produit soit plus vu ou bien phare par rapport à ce qu'eux ils ont eu à faire parce que eux, ils lèvent carrément 1 million de $. C'est deux choses différentes. Ouais. Bon, là tu es en train de toucher aussi un point qui est très essentiel. Peut-être, justement, on devait en parler. Tu parles de lever de fonds. C'est aussi quelque chose qu'on entend beaucoup dans l'environnement startup. Là, du coup, on n'a pas encore parlé de lever. Ça veut dire que dans ces étapes-là, il n'y a pas de levée de fonds encore. Bon, on n'a pas parlé de l'étape de développement. Ça, sont les étapes de développement de la startup. Donc, ça, c'était le cycle de vie de développement. Après, il y a le financement de la startup également qui vient, qui est autre chose. Donc, ça veut dire qu'en fait, déjà au premier niveau où on fait le MVP, bon, en tout cas, la deuxième étape où on fait le MVP, on peut déjà lever les fonds. Il y a des entreprises qui lèvent carrément à ce niveau-là. MVP. Ouais, sans avoir du traction. Et c'est quoi d'abord déjà une levée de fonds? Bon, avant, pourquoi on ne s'embrouille pas? Il faut qu'on termine. On était à recherche et validation de l'idée. Après, MVP. Après, il faut faire la croissance. Après la croissance, c'est quoi la dernière? C'est quoi? Il y a une dernière étape ou bien? Oui, après la croissance, c'est soit tu t'assures d'atteindre une certaine maturité. Bon, après la croissance, je pense que si tu crois, tu trouves un business model et puis tu deviens une entreprise normale. Bon, si tu trouves un business model, tu deviens une entreprise normale, tu essaies d'asseoir une certaine maturité. Et on va par exemple parler du dilemme qu'on a aujourd'hui. Récemment, je voyais encore sur Tech Cabal, bon, je lisais encore sur Tech Cabal le souci auquel on pourrait faire face présentement parce qu'on parle d'un total de 678 fintech, de plus de 678 fintech présentement en Afrique pour le même client. Tous ces fintechs là sont là pour le même client.
Maintenant, les gars, ils essaient Il y a un d'avoir, challenge, concurrence. justement, tu vois que le marché est très rude. Mm. Il y avait cette demande-là. D'où vont sortir les prochaines unicorns? Parce que si tous ces fintechs-là sont là carrément, quasiment pour le même client, est-ce que la prochaine unicorn sera celui qui sera capable d'asseoir le customer experience? Il faut rappeler que les licornes, c'est les startups qui ont levé plus d'un million de dollars, c'est ça. 1 milliard, c'est 1 milliard ou c'est 1 million? Le chiffre varie. Je pense que c'est minimum 1 milliard de dollars Je peux pas vraiment donner un chiffre pour les exact. licornes. Je peux pas vraiment donner un chiffre exact. Parce que je pense comment est-ce qu'on identifie dans les licornes? Il y a au niveau de la rentabilité. La rentabilité et aussi la levée des fonds. Par exemple, on va dire que c'est quand tu parles de 1 milliard de dollars, c'est pas 1 milliard de dollars. C'est on dit par exemple qu'ils vont lever 300 millions de dollars avec une bon, en anglais, valuation de 1 milliard de Une dollars. valorisation Ouais, de 1 une milliard de valorisation dollars. de 1 milliard de dollars. Donc ça, c'est dans ce cadre-là à peu près. En tout cas, de quelques recherches que j'ai fait, quand même, j'ai compris que les licornes, Mhm. ce sont les startups qui ont une valorisation de minimum. Voilà, donc c'est la 1 milliard. valorisation, pas la levée en Ok, elle-même. du coup, parce que je pense que c'est en entrant dans le thème de levée de fonds qu'on peut bien comprendre la nuance entre, Oui. entre la levée et la valorisation. C'est quoi la levée de fonds pour une startup? C'est quoi une levée de fonds? Parce que toutes les startups aujourd'hui, apparemment, font les levées de fonds. C'est quoi une levée de fonds? Bon, une levée de fonds, dans l'ensemble, je vais dire ici que c'est en quelque sorte un regroupement bon, une vente des actions de son entreprise pour de l'argent qui va permettre à développer cette entreprise. Une vente des actions sur l'entreprise. Oui, Ok. donc je vais parler de vente des actions, je ne vais pas parler ici de termes plus. Ça, c'est très intéressant ce que tu dis. Mhm. La levée de fonds, c'est une vente des actions de l'entreprise.